Alors que les chiffres de vente d'iTunes déclinent, quel avenir pour le service de téléchargement de chansons d'Apple? Pourquoi ce déclin va-t-il être supplanté par les offres de streaming comme Spotify et désormais YouTube Music? Est-ce une bonne nouvelle pour les artistes? Quid du rachat de Beats par Apple? Débat. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 179e épisode d'On refait le Mac. On va parler cette semaine de musique, l'avenir de la musique, l'avenir du téléchargement face au streaming. Vaste débat avec, pour en parler avec nous cette semaine en plateau avec moi, l'anthropologue du Mac et également le Benjamin de cette émission, Monsieur Paul Rony. Bonjour Paul. Bonjour Olivier, ça va bien? Ça va très bien et toi? Oh bah écoute, oui, journée chargée mais ça va bien. Tu as des couleurs, on voit que tu es passé au maquillage. Oui, hein, on triche un peu dans On refait le Mac parce qu'il y en a qui sont plus jeunes donc on essaie d'essayer de rattraper et de cacher les années qui passent. Elle n'a pas besoin de cacher les années qui passent car elle est de plus en plus belle à chaque émission. C'est la touche charme de cette émission. Il s'agit bien sûr de Fanny, bouton de melty.fr, de fannysparty.com. Bonjour Fanny. Bonjour Olivier. Alors ça, si ce n'est pas la présentation sur mesure, Fanny, moi je ne peux pas mieux faire. Là, j'avoue que tu as fait un effort incroyable. Bien. Fanny, vous le savez, c'est notre vigie du web. C'est elle qui récolte vos questions sur Twitter avec le hashtag ORLM. N'hésitez pas à en poser. On retrouvera Fanny à la mi-temps de cette émission, pour la mi-temps de Fanny, et pour répondre à vos questions. Autre historique de cette émission, il s'agit de Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier. Un petit message d'un ami là, qui nous regarde souvent et qui s'appelle Edouard. À ton encontre Olivier. Sur le dernier épisode, on n'a pas assez parlé de Lollipop et on n'a pas assez parlé de Material Design en détail en tous les cas. Donc si tu pouvais refaire un numéro spécial Material Design avec des experts du sujet. Il faut essayer plus. Hein. Oui, on aura l'occasion d'y revenir. Hein. Justement, c'est pour donner envie à ceux qui nous regardent de revenir nous voir et parler Lollipop. On aura l'occasion d'en parler justement lorsqu'on aura l'occasion vraiment de le tester en profondeur. Là, c'était juste une présentation et on l'a juste dévoilé, effleuré, dirons-nous. Autre habitué de cette émission, ça faisait quelques semaines qu'on ne l'avait pas eu à nos côtés. On va appeler la rédaction de Clubic et Stéphane Recher. Bonjour Stéphane. Salut Olivier et salut, bienvenue et puis content de venir ici pour parler un petit peu de musique. Bien. Tu as réussi à savonner la planche de ton rédacteur en chef pour prendre sa place cette semaine, c'est voilà, ça? Exactement. Bien joué, c'est ça qu'il faut faire. Très bien. Et dernier intervenant dans cette émission, un invité spécial ce soir dans On refait le Mac. Il s'agit d'Yves Rezer, le cofondateur et également le PDG de Cobuzz. Bonjour Yves. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors Yves, on t'a déjà découvert dans une précédente émission dans On refait le Mac. Si on t'a convié ce soir, c'est parce que tu es le patron de l'une des plateformes de streaming et téléchargement française alias Cobuzz. Tu es également un producteur, hein, tu as fondé Abeille Music si je ne me trompe pas, et tu es un observateur attentif du secteur de la musique depuis des années. J'avoue tout. J'avoue tout. Bien, et avant de rentrer donc dans le débat, mais on va commencer tout de suite avec le chiffre de la semaine. D'ailleurs, il a la même thématique, on va parler de musique, avec Paul Rony. Allez Paul, dis-nous quel est donc le chiffre de la semaine? Aujourd'hui, le chiffre de la semaine, donc on va parler de musique et c'est un chiffre assez étonnant puisque les ventes de l'iTunes Store auraient baissé de 14%. C'est assez énorme. Moins 14%, moins 14% pour iTunes. Alors, c'est une baisse qu'on n'a pas vue dans les résultats trimestriels d'Apple, puisque Apple triche un peu et regroupe les résultats de ce qui s'appelle iTunes Software et une troisième catégorie sous la même bannière, ce qui fait que les revenus ont augmenté, mais en fait, c'est pas grâce aux ventes de l'iTunes Store, mais bien de l'App Store, comme on va le voir. Ouais. Donc, c'est vrai que de manière générale, Apple est très difficile d'avoir des chiffres très précis quant à l'évolution des ventes sur iTunes. Hein. Alors, ce qu'on voit sur ce graphique, en fait, c'est que au quatrième trimestre de l'année 2013, l'App Store représentait 41% des revenus de cette partie du camembert du chiffre d'affaires d'Apple. Donc l'année dernière. Et l'iTunes Store, les chansons et les films représentaient 59%. Cette année, la balance s'inverse un petit peu puisque l'App Store représente 53% et l'iTunes Store seulement 47%. Donc on a quand même une baisse. Mais c'est une baisse qui est générale visiblement sur le marché de la musique aux États-Unis puisque un chiffre annonce une baisse de la vente de singles en dématérialisé. On passe de 1,320 milliard à un peu plus d'1,260 milliard. Donc c'est quand même une baisse significative de 6%, mais elle a été encore plus violente sur l'iTunes Store. Et voilà où on en est aujourd'hui. Alors on va se tourner d'abord vers Monsieur X qui était du temps de chez Apple, responsable entre autres de l'iPod et d'iTunes lorsqu'il y était en France. Monsieur X, concrètement, est-ce que le chiffre donné par Paul vous étonne? Moins de 13%, hein, c'est le Wall Street Journal qui a sorti ce chiffre. Encore une fois, il est très difficile d'en avoir. Ce serait les résultats en baisse depuis le début de cette année. Est-ce que c'est un chiffre qui vous étonne concrètement?
Alors, il m'étonne parce que on n'est pas habitué avec Apple à voir des chiffres à la baisse quand on parle de chiffre d'affaires. Bon, surtout sur des produits ou des services qui sont cœur de métier comme iTunes. Ah mais attends, maintenant, en tant qu'utilisateur, ça ne m'étonne pas parce que on a l'impression, on va en parler, qu'iTunes fait du surplace en termes d'usage et de services proposés aux clients. Apple a racheté beaucoup de technologies, a sorti des choses aux États-Unis, iTunes Radio, mais on a l'impression qu'il manque un peu de vision. Ça ne se matérialise pas, monsieur. Ce qui est arrivé, oui, voilà, depuis quelques années. Paul. Donc, le verdict semble être, pour l'instant, ils auraient ce qu'ils méritent, c'est-à-dire plus d'innovation, plus de nouveautés et un chiffre d'affaires. C'était prévisible, on sentait que le basculement allait arriver. Il semble qu'il se traduise dans les faits et dans les chiffres. Paul, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, alors donc c'est par rapport à ce qu'a dit Monsieur X au tout début de sa réponse. Les revenus donc de cette division ne sont pas en baisse, mais les ventes de contenu film et musique sont en baisse. Les livres, on n'a pas d'informations. Mais il y a une autre information qu'on a, c'est que Apple marge beaucoup plus, et on sait que ça les intéresse beaucoup de marger beaucoup, sur les applications que sur les contenus multimédia. Donc ce qui pourrait expliquer qu'Apple n'est pas cherché à résoudre ce problème en priorité et plutôt à développer un autre business. Mais effectivement, on voit que maintenant, ils s'en préoccupent avec notamment le rachat de Beats pour une somme quand même assez rondelette. Yves, concrètement, de ton côté, tu es un observateur attentif, ne fût-ce que par ta direction au sein de Qobuz. Tu attendais à ce tassement des ventes d'iTunes, sans rentrer trop dans les détails, parce qu'on va parler tout au long de cette émission, bien sûr. Sans rentrer dans les détails, pour moi, c'est pas étonnant. En fait, j'ai été très étonné à l'époque. Vous savez que depuis que Apple a mis donc iTunes, ils ont interdit le développement d'applications qui permettraient le téléchargement sur iOS. Or, ce qui m'avait beaucoup étonné à l'époque, c'est qu'ils ont laissé entrer le loup dans la bergerie lorsqu'ils ont permis à Spotify de mettre à l'époque, il y a longtemps, une application pour l'abonnement de musique Spotify, et puis ensuite, évidemment, tant d'autres applications se sont c'était une bonne nouvelle pour Qobuz, qui a pu arriver aussi indirectement. Oui, mais c'est une sorte d'aveuglement qu'ils ont eu à l'époque. Je ne comprends pas. Ils ont été à courte vue sur le téléchargement et ils ont laissé tout simplement la porte ouverte. Les gens, quand ils voient la différence entre la valeur qu'ils ont quand ils payent 9,99 un abonnement au moins, où ils ont toutes les musiques du monde dans la même qualité, et puis un téléchargement à l'acte. Déjà qu'à l'origine, moi personnellement, j'ai trouvé qu'iTunes était relativement ringard. Faut pas oublier qu'à l'origine, iTunes a été une demande des maisons de disques auprès d'Apple. Je ne sais pas si Monsieur X le confirmera, pour créer, parce qu'il s'est aperçu que une toute minorité des contenus musicaux qui se trouvaient sur les iPods à l'époque étaient légaux et que le reste était entièrement piraté. Et je crois qu'à l'époque, ça a été à la demande des maisons de disques, n'est-ce pas, que Apple a créé iTunes. C'est pas la même lisibilité, Yves, mais Monsieur X, tu peux confirmer ? Alors, certaines y étaient favorables, oui, et d'autres... c'est pas la même lecture, moi, de mon côté. Sans doute moins. Il faut avouer qu'il y avait certaines majors qui se battaient contre le piratage, mais ne pensaient pas qu'il y avait un avenir à une solution et à un service comme iTunes, encore moins à des solutions de streaming. Donc, ils ont laissé un peu partir Apple avec un accord à mi-mot en disant de toute façon c'est Apple qui prend les risques. Ce chiffre d'affaires généré par iTunes sera du chiffre d'affaires incrémental pour nous. Donc voilà, Apple prend les risques, on les suit, ça va nous faire des revenus et ils ont signé les accords. Et c'est le fait d'avoir signé ces accords par manque de vision sur ce qui allait se passer sur le succès d'iTunes au départ, parce que le succès a été quand même très très fort, qui a permis notamment à Steve Jobs et à Eddie Q de négocier ce truc unique qu'avait iTunes au départ, le prix unique du morceau à 0,99 cents d'euros, chose qu'ils ne pourraient plus faire aujourd'hui. Donc, il y avait, on va dire, pas autant d'avis que de maisons de production ou de producteurs de musique, mais en tous les cas, un accueil, on va dire, mitigé. En tout cas, il faut dire que Apple, avec son iTunes 0,99 et puis 9,99, a rendu un fiefé service à l'industrie du disque, car encore aujourd'hui, aujourd'hui, le téléchargement à la manière de iTunes est rentable. Autrement dit, quelqu'un qui vend 4 000, 5 000, 10 000 albums sur iTunes est très très content et a un revenu tout à fait satisfaisant par rapport à ce qu'il avait comme revenu quand il vendait les CD. Ça, c'est une chose qu'incontestablement Apple a réussi. Maintenant, le modèle, en effet, a pris un sacré coup de vieux. L'application est pas marrante,
Et en effet, le côté waouh des applications telles que Spotify ou enfin de tous les services de musique en ligne par abonnement ne pouvait que leur taper dans le truc, quoi. Avant tout, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais la principale raison du déclin d'iTunes, du logiciel, iTunes qui est le principal outil de gestion de l'iPod, c'est justement la disparition progressive de l'iPod. On sait que l'iPod classique, l'iPod iconique, a disparu du catalogue d'Apple tout récemment. À l'occasion de la dernière keynote d'Apple, c'était une des annonces fortes et tristes de Tim Cook d'annoncer le retrait de l'iPod classique. Est-ce que, Monsieur Huys, concrètement, vous étiez aussi un des artisans en France de ce succès de l'iPod, disons-le. Voilà, tout simplement, les usages augmentent, les usages évoluent et évidemment, elles vont plutôt vers la téléphonie, vers les smartphones, vers l'iPhone. Il y a de la cannibalisation dans l'air, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, absolument, il y a de la cannibalisation dans l'air. iTunes a connu aussi un succès parce que c'était une solution qui était bien faite pour gérer et transférer sa musique sur son baladeur. Alors ça paraît un bénéfice pas très important aujourd'hui en 2014, mais il faut se rappeler qu'en 2001-2002, quand on voulait transférer de manière simple et rapide sa musique sur un baladeur, ça restait un peu toute une galère. iTunes a apporté ça, et puis a apporté ensuite la gestion de sa musique, et puis l'achat de musique. Voilà. Depuis, c'est devenu un monstre, c'est devenu plutôt un hub au travers duquel on gère tous ces médias, mais il y a des dizaines de solutions qui font beaucoup mieux un certain nombre de fonctions individuelles que propose iTunes. Moi, pour gérer mes films, jamais l'idée ne me viendrait d'utiliser iTunes. Je vais utiliser par exemple Plex qui est 10 fois mieux, et une fois de plus, le virage que n'a pas voulu prendre Apple parce que c'est un choix, c'est le virage du streaming et des médias disponibles dans le cloud. Et c'est pas iTunes Match qui permet de streamer uniquement sa propre musique, qui est une offre qui leur permet de concurrencer aujourd'hui Qobuz ou Deezer ou Spotify. Voilà, donc un peu d'aveuglement, mais c'est en droite ligne de ce que Steve avait posé, et ils n'arrivent pas à sortir des préceptes de Steve sur ce sujet-là en particulier. Et Stéphane, pour me tourner vers toi, Monsieur X l'a un petit peu évoqué en creux. Une des raisons aussi qui peut expliquer l'essoufflement d'iTunes, le service, c'est avant tout l'application en elle-même qui est de fil en aiguille, au fil des années, a cessé de monter en fonctionnalité, une vraie usine à gaz, et aujourd'hui, ne correspond plus vraiment à l'attente des gens, de manière générale, et des utilisateurs. Elle est soit trop compliquée, soit trop riche. Et l'illustration de la vidéo est très intéressante, parce que il ne faut pas oublier qu'à l'origine, iTunes, c'était simplement un logiciel pour lire des MP3 et graver des CD. MP3, ouais. On y est loin. Et effectivement, le truc c'est que effectivement, donc l'iPhone a cannibalisé plus ou moins l'iPod et l'a fait de manière avec plus ou moins de succès, je pense. Maintenant, effectivement, ils n'ont pas réussi à trouver un modèle qui cannibalise le modèle de l'iPod plus iTunes, qui marchait très bien en 2004, quand il n'y avait pas encore d'abonnement 3G voire 4G, et quand le seul moyen de transférer sa musique était de la transférer via un câble USB et via iTunes. Ça marchait très bien au début. Le truc, c'est que l'iPhone, j'ai l'impression, est resté encore assez longtemps dans cette phase-là. Quand il est sorti, forcément, les abonnements étaient vraiment balbutiants, mais depuis, ils n'ont pas su prendre le virage assez tôt, je pense, du streaming, et ils ont laissé, effectivement, comme le disait Yves Rezel, ils ont laissé des gens comme Spotify ou Deezer, plus récemment Google Play, s'installer sur l'App Store avec leurs applications et qui font ça très bien. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils avaient laissé entrer le loup dans la bergerie. Alors, Monsieur X le disait, un des moments forts du lancement d'iTunes et de la version, je dirais, qui permet d'acheter de la musique, parce qu'iTunes, à l'origine, ne permettait pas d'acheter de la musique, mais juste graver des CD et écouter des MP3. C'était le prix unique, Monsieur X. Il n'y a pas eu vraiment d'évolution majeure en termes d'agressivité commerciale pour répondre effectivement aux initiatives des Spotify, Deezer et Qobuz pour essayer de proposer des produits un peu moins chers ou un peu plus, on va en parler dans un instant, en matière des plus produits concrètement. Le prix il a carrément augmenté au fil des années, Monsieur X. On est loin des 89 centimes d'euros aujourd'hui. J'y suis arrivé. Non, parce que quand les majors ou les producteurs de musique indépendants regardent ce qu'il leur reste dans leur poche, avec le prix unique à 99 centimes, Apple avait la part du lion. Donc eux poussaient depuis longtemps, parce qu'iTunes c'est avant tout un business de single et pas d'album.
pour augmenter le prix et faire une différence de prix entre les musiques les plus populaires, le top 50 du moment, et puis ce qu'on appelle le fond de panier, c'est-à-dire les chansons qui sont sorties il y a quelques temps. Donc, au moment du renouvellement des contrats, les majors ont pris leur revanche et ont réussi, malgré la position de Steve et Lady Q, à négocier ce prix différencié, mais pas vers le bas, vers le haut. Et comme Apple est toujours arc-bouté sur le fait de vendre la musique parce que Steve croyait que les gens voulaient posséder les médias qu'ils consomment, ils sont restés sur ce modèle et ils ont dû céder aux majors. Et maintenant, le prix moyen, c'est en fait 1,29. Et du coup, quand tu consommes pas mal de musique, pas beaucoup, mais juste pas mal de musique, c'est plus du tout compétitif avec le streaming. Donc le cœur même de la recette d'iTunes n'est plus bon, surtout que le streaming est passé dans les mœurs. Donc je pense que c'est que le début de la descente s'ils ne réagissent pas. Mais moi, si je peux me permettre, je suis très excité de connaître la suite, parce que ça arrive que des grosses sociétés prennent comme ça un coup dans le nez sans l'avoir vu venir, et puis se rebiffent, et je suis très très intéressant de voir la suite, mais le problème c'est qu'on trouve que c'est lent, non ? Oui, c'est long. Mais on va essayer de décrypter, et ce soir, au fur et à mesure, on a prévu un conducteur de toute beauté pour notamment essayer de révéler pourquoi c'est si long et qu'est-ce qu'on pourra avoir, mais ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Qu'est-ce que nous réserve comme surprise Apple ? Un peu de teasing. Stéphane et Yves ou Fanny, de manière générale, aujourd'hui, la tendance et les usages, c'est plutôt orienté vers les forfaits, une formule en forfait qu'a toujours refusé Apple, hormis iTunes Match, qui n'est pas vraiment, Monsieur X le disait tout à l'heure, très clair, très lisible et qui a un grand succès. D'ailleurs, il le disait déjà à l'époque même. Si mes souvenirs sont bons, déjà au lancement de l'iTunes Store, il y avait déjà des services d'abonnement qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui, mais c'était déjà l'opposition était déjà dans le fait d'opposer vraiment l'achat au streaming. Et autant à l'époque, il n'y avait que des désavantages pratiquement au streaming parce que les formules, les DRM étaient complètement absurdes. Autant aujourd'hui, maintenant, il n'y a pratiquement plus que des avantages en fait. Enfin, il n'y a pas vraiment de différence. Ouais, et puis la grosse différence qui s'est faite aussi, je pense, c'est par exemple des offres comme Orange avec Deezer où c'est carrément inclus dans le forfait. Moi, personnellement, j'avoue que le streaming, je m'y suis mise un petit peu tard. Je laissais couler ça. Je suis pas non plus une grande audiophile, j'écoute pas de la musique tout le temps. Et à partir du moment où ça a été intégré à mon forfait, j'ai commencé à chasamer des morceaux que j'entendais au supermarché, à des soirées, etc. Et à aller les remettre dans Deezer et à me faire une nouvelle bibliothèque de musique. Et finalement, j'écoute beaucoup plus de musique qu'avant grâce à ça. Donc, parce que j'achetais plus de morceaux, parce que je trouvais ça extrêmement cher. Et quand j'ai vu la dématérialisation arriver, payer quasiment le même prix qu'un CD sans la matière physique, ça m'a gonflé. Donc, j'étais déjà assez contre le forfait, le format iTunes. Et beaucoup de gens ont pensé la même chose. Donc, iTunes avait capté quand même, on va dire, une majorité écrasante de ce marché du téléchargement qu'ils avaient en même temps quelque part créé. Et il n'y a pas grand monde à côté d'iTunes sur le téléchargement à l'acte. Donc iTunes baisse, c'est tout le téléchargement à l'acte qui baisse. Ils ont plus ou moins enterré à peu près tous leurs concurrents de l'époque, que ce soit en France, il y avait la Fnac, il y avait Virgin qui avait lancé des choses, aux États-Unis, il y avait Microsoft à un moment qui avait lancé des choses. Il n'y a aucun des concurrents qui a jamais vraiment réussi à s'imposer. Le seul créneau qui progresse aujourd'hui, aujourd'hui sur le téléchargement, mais à mon avis, ça ne va pas durer, c'est pour ça, je pense qu'on en parlera plus tard, c'est le 24 bits. Alors, je donne les clés à ceux qui nous suivent et qui ne sont pas forcément des audiophiles. Qobuz, notamment, ta plateforme, est l'une des rares plateformes du marché à proposer en téléchargement de l'audio 24 bits. C'était d'ailleurs le sujet qu'on allait traiter à l'instant. L'une des remarques qu'on peut faire, qui pourrait expliquer aussi le déclin d'iTunes, c'est qu'en termes de qualité, alors que les offres de streaming, c'est le cas également de Qobuz, proposent de la qualité CD en streaming, Apple ne propose toujours pas de qualité CD sur le téléchargement, alors qu'ils ont initié l'Apple Lossless, qui offre cette qualité CD, ils n'ont jamais essayé de la développer. C'est un gros paradoxe, Yves, encore une fois. Absolument. C'est vraiment ça qui fait que tout cela est énormément vieilli. Donc concrètement, un morceau audio HD, qu'est-ce que c'est ? C'est un morceau encodé en 24 bits, c'est bien ça ? C'est vraiment de la qualité HD, c'est la même qualité qui sort du studio aujourd'hui et de l'ingénieur du son, c'est bien ça ? Ce qu'on appelle un studio master, c'est un enregistrement issu de la meilleure qualité possible d'après l'enregistrement qui sort en effet du studio. Alors le studio master 24 bits peut être issu soit d'un enregistrement analogique
pour laquelle on est retourné à la bande analogique originale et qu'on a rééchantillonné en 24 bits. Et ça, c'est pour le passé. Et ça sera possible de faire ça pour juste, franchement, une minorité de bandes du passé. Alors on va faire ça pour Calas, on va faire ça pour Pink Floyd, on va faire ça pour les Beatles. Apple s'y mettra. Ça en ce moment, par parce que c'est une exclusivité d'iTunes, les Beatles. Hein. Mais pour le reste, toute la période, je dirais, du vinyle et du CD, il ne faut pas espérer avoir énormément de 24 bits, car ça coûte très cher à faire. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que tous les studios du monde aujourd'hui enregistrent, tous les ingénieurs du son enregistrent en 24 bits. Si bien que, et on le voit nous dans les livraisons qui nous sont faites, on a aujourd'hui 60-70% des nouveautés qui nous sont livrées en 24 bits. Donc ce 24 bits demain devient un format, non pas du tout un format de niche pour les idiophiles, mais vraiment un format absolument populaire. Ce sera comme la télé 4K, vraiment. Voilà. Donc vraiment un mouvement dans ce sens-là. Alors, il y a mon ami Pepe Garcia que j'ai accompagné au Japon et que j'ai vu d'ailleurs s'acheter un lecteur MP3 qui vaut une fortune, quoi. Pas MP3, justement, il lit des FLAC. Un format que ne supporte pas également Apple. C'est un grand spécialiste qu'on salue sur justement tout ce qui est le son. son. Une émission Power et lui dit justement, c'est un peu comme quand tu as l'habitude d'aller bouffer au McDo, tu t'es habitué à ça et tu penses que c'est bon, mais quand tu vas manger un vrai steak avec un vrai pain, etc., finalement, tu te rends compte que c'est bien meilleur. Et il dit, on doit rééduquer les gens à écouter de la meilleure musique. Et les gens, quand ils se rendront compte ce que c'est que du 24 bits, ils y viendront. Et on n'a pas besoin d'être audiophile pour voir la différence. Et en fait, c'est qu'on a tellement habitué les gens à écouter des fichiers compressés qu'ils font plus attention, qu'ils écoutent quelque chose de moyenne qualité. Et voilà. Et donc, c'est ce qu'il dit aussi. Donc, c'est qu'en effet, c'est pas un marché de niche, c'est que ça doit redevenir naturellement un marché grand public parce que les gens vont se rendre compte qu'on leur a filé quand même un peu de la merde. Ouais, ça va. Oui. Non, je disais juste qu'en fait, il y avait un groupe qui a essayé un petit peu de populariser un petit peu le 24 bits l'an dernier et de remettre un petit peu l'accent sur la qualité. C'était justement Daft Punk avec leur dernier album sur lequel ils ont bien insisté sur le fait qu'il avait été enregistré avec des vrais musiciens, avec des ingénieurs du son tip top et qu'ils avaient essayé un petit peu de remettre un petit peu la qualité audio à l'honneur dans l'actu et de manière un peu plus populaire parce que Daft Punk ça touche quand même beaucoup plus de gens que la Calas ou même des remasterisations des Beatles qui restent quand même des objets, qui restent quand même des produits pour des gens qui ont quand même un certain bagage et une certaine culture musicale. Donc je pense effectivement on a vraiment besoin de revenir un petit peu à un petit peu plus de qualité et de remettre un petit peu l'accent là-dessus. Concrètement, monsieur, est-ce que tu penses toi également que cette idée de monter en qualité, c'était aussi le leitmotiv de Steve Jobs lorsqu'il a lancé, souviens-toi, tu y étais, à Londres, le service européen, son argument c'était de dire on propose la meilleure qualité du marché et on proposera à l'avenir la meilleure qualité du marché et puis entre-temps, ce leitmotiv s'est un peu évaporé, monsieur X. Oui, monter en qualité, c'est essentiel. C'est du 16 bits à 200 kilobits aujourd'hui, contre du 24 bits pour le Studio Master chez Acobuzz. Absolument. On a la bande passante au niveau Internet maintenant pour télécharger ou streamer à peu près toutes les qualités disponibles. On le voit avec le 4K en vidéo, alors a fortiori sur l'audio. Et puis on a aussi fait des énormes progrès, on va dire, en termes de... Alors, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais ce que j'appelle de la domotique musicale, donc les systèmes qui permettent de sonoriser ces pièces en sans fil, que ce soit un peu chez Apple, ils ont fait un essai, beaucoup chez des gens comme Sonos aujourd'hui. Et donc, si on couple sa liaison Internet, son abonnement à son service de streaming préféré, et puis un système comme Sonos, on peut envoyer de la HD, qualité sonore et musicale qu'on n'a jamais eue dans toutes ces pièces très très facilement, et tout ça depuis son smartphone préféré. Donc il y a une vraie appétence et des vraies solutions simples pour mettre tout ça en œuvre, et plus besoin d'acheter forcément, sauf pour les dingues de l'audio, une chaîne hi-fi monstrueuse et des enceintes qui ne seront jamais assez belles pour reproduire du son. Pour des gens comme moi, on parlait un peu de musique classique, ça fait vraiment le boulot, et la clé, c'est la qualité des médias, et une fois de plus, Apple est à l'arrêt. Moi, aujourd'hui, sur un certain nombre de médias que je télécharge sur iTunes, parce que je le fais encore, et ben je regrette tout bêtement de l'avoir fait. Parce que tu n'as pas le meilleur niveau de qualité, c'est ça, aujourd'hui? Non, j'ai pas, parce que moi je suis vraiment dans l'usage spontané. Tu sais, j'ai des enfants, donc ce qui est important, c'est exactement l'usage que décrivait Fanny. C'est Shazam, on entend quelque chose et en 2 clics,
on l'a dans notre bibliothèque, iTunes par exemple, et puis on le partage avec tout le monde. Mais je suis pas audiophile en tant que tel. Moi, j'aime beaucoup certaines choses particulières comme l'opéra ou quelques opéras chez Mozart, mais quand j'en mets à la maison, j'ai pas un gros succès. Donc le télécharger en 24 bits, j'aurais du mal à l'écouter, notamment si c'est les 5 heures des noces de Figaro. Donc je suis un peu banni là-dessus chez moi. Yves, tu me disais en préparant cette émission que la musique était de retour, à savoir qu'elle était de retour à la maison. Apple a surfé pendant des années, on l'a dit tout à l'heure avec l'iPod, et également le fait d'écouter de la musique au casque. De plus en plus, on veut écouter de la musique à la maison. Il y a des solutions de multi-room qui ont beaucoup de succès. On a beaucoup parlé dans cette émission depuis des années, et tout le bien qu'on pensait de Sonos notamment. Là, Monsieur X l'a illustré, c'est beaucoup plus simple de streamer un flux de Qobuz, de Deezer ou de Spotify sur Sonos que de taper dans sa bibliothèque musicale, de la configurer, la synchroniser. C'est quand même moins évident. Effectivement, le truc que tant de gens n'ont pas vu, mais chez les services de musique en ligne aussi, ils n'ont absolument. On dirait que les gens qui se sont occupés des services de musique en ligne depuis plusieurs années, depuis 10 ans, 12 ans, n'ont jamais écouté de musique à la maison dans leur chambre. Peut-être qu'ils n'ont jamais écouté de musique à la maison, mais nous tous, je pense qu'on a écouté de la musique dans notre chambre, au salon, enfin peu importe. Et depuis 12-15 ans, plus personne ne parlait de la musique à la maison. Et vraiment, le phénomène majeur, là, en ce moment, depuis 2 ans, c'est le retour de la musique à la maison avec des appareils qui sont tout simplement, en effet, faits pour faire chanter les services de musique en ligne de manière totalement très simple. Alors, Sonos a été le premier dans ce domaine. Sonos est peut-être frappé aujourd'hui d'un phénomène à l'iTunes. En même temps, je les trouve également assez... Je commence à les trouver un petit peu retardataires, et en particulier sur la qualité de son. Ils ne passent pas le 24 bits, alors que maintenant, de plus en plus de marques, Samsung, maintenant Harman Kardon et d'autres, passent le 24 bits en multi-room. Il reste que Sonos, du point de vue du système, reste d'une incroyable solidité, et c'est vraiment quelque chose que je recommande absolument. Ouais. L'autre chose, le nouveau phénomène derrière cela, ça va être, jusqu'à présent, quand on se servait de ces systèmes-là, on était obligé de passer par leurs interfaces. Et leurs interfaces, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles sont pas terribles. Ils avaient le choix entre décider de vraiment d'investir dans leurs interfaces et de permettre et de devenir non seulement fabricant de matériel, mais également fabricant de matériel intégrant une interface, par exemple de la mort, qui vraiment sera un élément de séduction supplémentaire, ou alors de ne pas faire d'efforts là-dessus. Et je crois que c'est la deuxième solution qui est en train d'arriver. C'est une chose à savoir, c'est que de plus en plus, à travers les systèmes qu'on appelle Connect, nous on appelle ça Qobuz Connect, Spotify appelle ça Spotify Connect, vous allez pouvoir piloter n'importe quelle marque d'appareil que vous aurez choisi, ou tout comme d'ailleurs n'importe marque Toto dans laquelle vous voudrez écouter votre musique, avec votre application du service que vous avez choisi, parce que vous avez choisi ce service à cause des valeurs de service, de l'usage qu'il vous propose, qui est mieux qu'un autre, etc. Ça, c'est un phénomène également nouveau, tout à fait nouveau. Stéphane, Yves nous disait à l'instant que Qobuz était l'un des pionniers du multi-room, mais en fait, le vrai pionnier de l'envoi de la musique sans fil, c'est pas Qobuz, c'est Apple avec AirPlay. Et alors qu'il a encore une fois initié carrément l'envoi de musique sans fil et le multi-room avec iTunes, aujourd'hui, il n'est pas besoin de faire de l'AirPlay avec un iPhone. C'est quand même un paradoxe. Encore une fois, Apple n'a pas du tout voulu développer un standard. Moi, j'ai jamais vu une pub chez Apple pour une solution AirPlay, ou quasiment pas. Disons qu'Apple a toujours voulu, ils sont arrêtés en fait à l'émission d'AirPlay, mais c'est vrai qu'ils n'ont jamais vraiment cherché à créer vraiment une gamme des produits pour la maison. Ils ont créé par exemple la borne AirPort Express qui était sortie vers 2005 ou 2006. Ouais, il y a plus de 10 ans déjà. Donc vous voyez, c'est bien. En même temps ou quasiment concomitant à Sonos. Il y a eu ça, il y a l'Apple TV. Ils ont fait une tentative à un moment d'une enceinte qui était assez, qui a fait un gros flop. C'était l'iPod iPhone. Ça n'a pas été. Vous allez faire du mal à Monsieur X là. C'est plutôt de l'oublier quand même. Non, mais ça n'a pas fait un gros flop. Le produit s'est extrêmement bien vendu. Moi, j'étais encore chez Apple et en plus j'étais un énorme fan. Moi, j'en ai encore 2 à la maison. Voilà, 2 à la maison et je m'en séparerai pas. Le produit est vraiment très très beau. Bon, la qualité était moyenne, mais c'est Apple qui a décidé d'arrêter le produit. Il préfère licencier des produits à Bose ou à Harman Kardon. C'est un renoncement d'Apple incompris à date par mois. Ouais. Stéphane, pour conclure. Oui, du coup, ils sont jamais vraiment essayé ils ont préféré justement se développer dans la mobilité, mais plutôt laisser faire les autres en bout de chaîne dans la maison. Quoi. Mais c'est un petit peu dommage.
Alors là, je pense qu'en plus, ils auraient pu maintenant, avec l'expérience qu'ils ont bâtie autour de l'iPad, autour du tactile et tout ça, ils auraient vraiment pu développer en plus une solution vraiment ergonomique pour la maison. On a bien compris, messieurs, donc la liste, l'inventaire qu'on a fait précis de tous les griefs qu'on pourrait faire à Apple et tous les virages manqués quelque part de la part de la pomme qui peuvent expliquer aujourd'hui la situation d'iTunes. En clair, Yves, ce qu'on voulait t'entendre dire ce soir, c'est que le marché de téléchargement est loin d'être condamné, on est bien d'accord, surtout si on va vers d'autres formats. Je pense qu'il va y avoir une sorte d'érection ultime pendant 1 an et demi, 2 ans sur le 24 bits. Mais réellement, je pense que derrière, on va être dans un marché absolument dominé par l'abonnement, mais qui permettra, en plus de l'abonnement et en option, de télécharger à l'acte, si on veut utiliser le vieux vocabulaire, mais d'acheter en option des albums dans une qualité particulière. Parce qu'on veut posséder les disques, les titres, les posséder, non pas simplement les écouter en streaming, c'est bien ça. Je ne crois pas que ce soit un problème de possession, parce que je pense que toute la musique sera dans le nuage, et donc la possession maintenant, elle est passée dans le nuage. D'accord. C'est même pas le problème. Je pense simplement la possibilité de commercialiser des goodies, des bonus, des choses, des albums un peu particuliers, avec une qualité particulière. Voilà, et on achètera ce droit en option. On achètera ce droit en option. Produit. Très bien. Voilà. Merci Yves. Je pense que c'est ça le modèle économique. Surtout qu'il y a encore une capacité de progression. On va voir si Apple aura l'appétence. Ils ont quand même 800 millions de comptes. Spotify monte en flèche, près de 50 millions d'utilisateurs de par le monde. Mais sur les 50 millions, attention, il n'y en aurait que 12 qui seraient des abonnés payants. Mais on reviendra en détail dans la deuxième partie de l'émission sur l'avenir du streaming, l'avenir de la musique. Mais avant tout, nous allons parler de la mi-temps. C'est l'heure de la mi-temps de Fanny. Alors Fanny, quelle est la liste des questions ce soir ? Alors écoute, on en a plusieurs, mais une des premières, c'est justement un audiophile qui dit quand est-ce qu'Apple pensera à moi avec son iTunes ? Parce qu'a priori, il n'a pas envie de quitter iTunes et Apple, mais il aimerait bien que ce soit pour les audiophiles. Oui, ce qui est paradoxal, Yves, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut... Là, c'est aux producteurs que je m'adresse, c'est pas... Alors, il faut enlever la casquette cobuzz. Lorsqu'on veut livrer un morceau sur iTunes... Apple demande la meilleure qualité, demande du 24 bits, mais ne diffuse pas en 24 bits, c'est quand même un paradoxe. iTunes demande du FLAC, et si on veut rentrer dans leur programme Master for iTunes, à ce moment-là, ils demandent qu'on fasse passer par un mastering agréé par eux, qui possède la petite moulinette, paraît-il, magique, un 24 bits pour en faire un machin AAC qui s'appelle Master for iTunes et dont personne n'a jamais reconnu la qualité sensationnelle. Ouais. Donc, en clair, ils ont un catalogue qui est déjà au format 24 bits, donc il suffit d'appuyer sur le bouton, entre guillemets. Ils ont un catalogue au format FLAC, un catalogue en format FLAC. Ouais. Déjà, ils pourraient, au lieu de vendre du AAC, ils pourraient tout flanquer en FLAC. Je ne pense pas que ça serait vraiment un problème pour eux, franchement. En lossless façon Apple. FLAC lossless, voilà. Déjà, à la base, sur tout le fond, ils pourraient le faire. Et deuxièmement, derrière, en effet, si vous voulez vendre du 24 bits, voilà. Mais aujourd'hui, s'ils faisaient du 24 bits, franchement, ça sera un petit marché pour eux. C'est pas du tout leur. Aujourd'hui, la seule chose à faire pour eux, c'est d'attaquer frontalement l'abonnement. Moi, on va en parler ici, mais n'allons pas trop vite. Autre question, Fanny, s'il te plaît. Justement, la question suivante, c'est Loïc Goyer qui la pose et il voudrait savoir quel serait l'intérêt pour Apple de se lancer dans un service de streaming. Eh bien, c'est justement le thème de la deuxième partie de cette émission. On va essayer de comprendre aujourd'hui si oui ou non un opérateur d'une plateforme de stream peut gagner de l'argent. Ce n'est pas forcément encore le cas. Est-ce qu'il peut expliquer qu'Apple n'était pas forcément pressé d'y aller Yves, brièvement, encore une fois, pour la réponse. Je ne pense pas que ce soit pour ça. Je pense qu'ils ont un changement de paradigme. Ils étaient les plus forts en téléchargement. Ils doivent quelque part. C'était leader. S'ils passent à l'abonnement, ils sont ils ont besoin de donner un coup de barre complètement à droite ou à gauche, enfin comme vous voulez. Et c'est violent comme truc. C'est la grosse révolution. Et on dirait qu'ils ont peur du changement, là. C'est encore une fois le problème des leaders de ce marché. Apple n'avait pas l'habitude culturellement d'être leader d'un marché, à savoir qu'à un moment donné, il faut renoncer, il faut se réinventer. Et c'est dans la deuxième partie de l'émission qu'on va essayer de comprendre comment ça pourra arriver. Dernière question, Fanny, si tu en as une. Alors, une dernière question. Il y a plusieurs personnes qui sont revenues sur le sujet. Tim Cook dit que Beats fait des produits de qualité. Certains répondent « aïe mes oreilles ». Qu'est-ce qu'on peut attendre justement de ce rachat de Beats par Apple? C'est vrai que 3 milliards, plus de 3 milliards de dollars le rachat de Beats, c'est beaucoup d'argent.
On avait prévu également d'en parler dans la deuxième partie de l'émission, mais en tout cas, on peut imaginer également, c'est justement pour essayer Yves, d'acquérir un vrai savoir-faire, un vrai talent marketing, et on sait que Loveline et Dr. Dre, ils ont un vrai savoir-faire de ce côté-là, qui pourrait apporter ce qui ne semble plus qu'il y ait depuis que Steve Jobs n'est plus de ce monde au sein d'Apple. Moi, j'avais eu l'impression que quand Apple a racheté Beats, ils avaient racheté des gens de musique. C'est l'impression que j'avais cru avoir. J'avais cru comprendre ça et je me disais c'est peut-être une bonne idée ça, parce que finalement ce qu'il n'y a pas chez Spotify, etc., c'est des gens de musique. À quel point les plateformes de musique en ligne n'ont pas comme employer des gens de musique, c'est juste étonnant. Je peux vous le dire parce qu'au cours des derniers mois, j'ai essayé de parler avec les uns et les autres et j'étais absolument sidéré de voir à quel point ces gens sont loin du cœur même de la production, de ce que c'est qu'un artiste. C'est quoi, c'est des financiers pour dire le mot, Yves? Non, alors il y a les financiers d'un côté, et puis surtout que ce sont des services qui sont animés par une bande de jeunes, qui sont finalement des adolescents attardés, et qui ont une image de la musique de consommateur. Oui, je suis un peu violent, mais ils ont une image de consommateur, ils n'ont pas une image de producteur. Ils sont du côté de la consommation. Ils estiment que toute la musique du monde, c'est un tonneau dont sort un filet d'eau qui est la musique, que toutes les notes de musique se valent. Que tous les il n'y a pas de démarche artistique en clair, Yves, c'est ça? Non, ils ne pichent pas la complexité de ce que c'est que le métier de la musique. Et c'est un métier vachement complexe. On a bien compris. Bien, merci pour ces réponses. On va passer tout de suite au busomètre de la semaine. On va essayer ensemble plutôt avec Paul Rony de faire un petit peu le classement des rumeurs concernant Apple cette semaine. Alors Paul, quel est le classement du busomètre cette semaine? Alors cette semaine, on va donc voir le classement des rumeurs. En première place, on retrouve toujours notre chouchou ces derniers temps, l'iPad Pro pour le milieu de 2015. Avec valeur sûre en matière de rumeurs. 5 étoiles, oui, puisqu'on en parle quand même toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, que ce soit nous ou les autres. C'est la question. En deuxième place, on retrouve les problèmes de production de l'iMac Retina qui sont apparus cette semaine. Si vous voulez un iMac Retina pour Noël, c'est déjà trop tard, on est désolé. Alors tu peux préciser les problèmes de production concrètement? Ça ne devrait pas être trop compliqué à comprendre. C'est évidemment l'écran qui doit poser problème aux chaînes de production d'Apple, puisqu'on a bien vu que c'était un processus très compliqué, qu'Apple utilise des méthodes qu'elle n'a pas utilisées auparavant, que cet écran demande un certain savoir-faire, et que cette machine, même si elle est plutôt exempte de problèmes par rapport au premier MacBook Pro Retina, doit quand même être assez difficile à construire. Donc voilà. Bon, il faudra penser à prendre un correcteur orthographique aussi, mais on avance. Ah oui. Allez. Allez, c'est pas. Bon, bref. Pas de nouveau MacBook Pro avant juin 2015. Ouais. À cause des problèmes d'Intel, pour le coup, puisque Intel a énormément de problèmes avec ses puces Broadwell et que chez Apple, on aurait décidé de sauter Broadwell pour carrément arriver à Skylake, l'architecture d'après qui apporte énormément de nouveautés, comme la gestion de la mémoire DDR4 en lieu et place de la DDR3 qu'on connaît, ce qui permettrait par exemple d'avoir 32 gigaoctets de mémoire vive dans un MacBook Pro. Indispensable pour certaines personnes. Oui. Quatrième rumeur. Quatrième rumeur, on reparle de l'Apple Watch. Qui serait encore en retard? Non, justement. Elle est moins en retard. Non, elle est moins en retard. Et donc on y croit moins. Et elle arriverait le 14 février, comme le pensent certains. Pour la Saint-Valentin, monsieur X se frotte les mains. J'ai gagné. Attends, c'est pas fini. Et en dernière place, on retrouve l'arrivée d'Apple Pay en France pour 2015. Sitôt? Dont on a un petit peu parlé. Il n'y a qu'une étoile, c'est pour ça que... Ah, d'accord. Tu mises pas un saut là-dessus. D'accord. Non. Oui, c'est qu'à le dire. Waouh, je fais de l'humour ce soir. Peut-être une petite réaction, on va essayer de décomposer les mots, si vous voulez bien, et d'articuler pour une fois. Une petite réaction de Stéphane, du côté de Clubix, sur les difficultés effectivement d'Intel et le retard annoncé du MacBook Pro. Tu y crois à cette rumeur? Des retards, il y en a déjà eu du côté d'Intel avec Broadwell. Et par contre, je pense que c'est assez crédible parce que ça correspond finalement au rythme de mise à jour des MacBook Pro. Alors justement, cette année, ils n'ont pas pu faire des vraies mises à jour, donc ils ont fait un petit peu des refreshs en gonflant un petit peu les specs, mais en restant sur du Haswell. C'était sorti, je crois, au début de l'été, ou je ne sais plus exactement quand. Et je pense qu'effectivement, je ne serais pas étonné qu'ils sautent une génération et qu'ils sortent, parce que leur rythme de publication, leur rythme de sortie pour les MacBooks en général, c'est plutôt vers l'été. Donc effectivement, s'il y a une nouvelle architecture qui est disponible, je pense qu'ils vont passer directement à celle-là. Pour l'iMac d'ailleurs, les problèmes ont l'air vraiment réels, que même nous, on reçoit le nôtre que ces jours-ci. Donc, on l'a eu il y a 15 jours. Demande-nous si tu as besoin de 3 benches, on te les donne. Bien, en tout cas, ce qu'a oublié de dire
Paul, le coquin, c'est que apparemment le Mac ARM, c'est ce qui était quasiment en pole position là, ces dernières semaines, est sorti du classement. Tu m'as dit que je trichais avec les slides. Oui, tu triches avec plaisir. Voilà. Non, moi j'y crois toujours, on a parié une bouteille de champagne pour le mois de juin. C'est bon là, je peux la sortir, je peux la laisser à la cave pour un petit moment. Deuxième partie de cette émission, quel est donc l'avenir de la musique? Et l'avenir, ça semble être le streaming. Yves Rezel nous le disait il y a un instant. Première question, concrètement, est-ce que les offres, les plateformes de streaming gagnent de l'argent et donc pourraient supplanter les 800 millions de comptes d'iTunes? Si vous enlevez les frais de marketing considérables que les grandes plateformes de streaming font, soit en offrant de la gratuité, soit en faisant des opérations que vous voyez à droite à gauche, où elles offrent un an de musique, etc., des trucs comme ça, pour, pense-t-elle, recruter, et après avoir recruté un nombre d'utilisateurs à n'importe quel prix, éventuellement ensuite les transformer. C'est une sorte de conquête du Far West, vous savez, avec des moyens importants, qui consiste à mettre des piquets aux quatre coins d'un champ absolument énorme, même si c'est le désert dans le champ pendant très longtemps, ensuite on fera pousser quelque chose. Si on enlevait ces frais-là, les plateformes de streaming gagneraient relativement rapidement leur vie. Si vous rajoutez en effet ces frais de marketing de toutes sortes, avec le freemium, avec les offres gratuites, etc., non, elles n'en gagnent pas, et très franchement, je ne pense pas qu'elles vont gagner avant quelques temps. Je pense qu'aucune d'entre elles ne gagne. Si vous regardez maintenant une plateforme comme Qobuz, en fin de compte, nous, on a un modèle tout à fait différent. On fait que du payant. Pas de gratuit chez Qobuz. Pratiquement pas de gratuit. On a des offres de try and buy, comme tout le monde. Voilà, des offres d'essai qui permettent vraiment de se rendre compte si on a envie du truc, etc. Je pense que toutes les plateformes ont fait trop d'offres d'essai parce que l'argument selon lequel les gens, il faut qu'ils essayent et s'ils ont essayé, ils sont convaincus. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est que le streaming. Je pense que tout le monde un jour a appuyé sur YouTube et comprend que quand on appuie sur un bouton, la musique jaillit. Voilà. Bon. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Yves, c'est que l'excellent journaliste Emmanuel Paquette, qui participe souvent à cette émission de l'Express, qui est également partenaire de cette émission, comme quoi la boucle est bouclée, a publié un article cet après-midi, je ne sais pas si tu as eu le temps de voir, ça vient juste de tomber, sur lequel Spotify devient rentable en France. Ce n'est pas du conventionnel parce qu'il parle au présent, une croissance de 66%, un chiffre d'affaires de plus de 18 millions d'euros en France, un bénéfice de 300 000 euros. C'est pas BZF à l'échelle des 18 millions. Ils annoncent combien d'abonnés? 150 Ils n'annoncent pas d'abonnés. Emmanuel n'a pas encore donné son chiffre. Il va nous le réserver peut-être pour un deuxième papier. Mais le seul chiffre qu'il ait donné, c'est la croissance des abonnés qui serait de l'ordre en France, toujours de 76%. Moi, j'ai vu un papier de ce soir d'Electron Libre, là, que je vais avoir sous les yeux. D'Emmanuel Torregano. Oui, d'Emmanuel Torregano, et qui nous dit que Spotify, en France, conformément d'ailleurs à des chiffres qu'ils avaient déjà donnés, à 157 000 abonnés. Très franchement, c'est vrai que Spotify en France, si on regarde que la France, peut-être avec ce nombre d'abonnés, moi je ne vois pas pourquoi il ne serait pas rentable, mais il faut savoir que, Spotify n'a jamais rien investi comme marketing en France, soyons sérieux. Comparé à Deezer. Autant Deezer, on a foutu des tonnes avec Orange. Deezer est français. Orange. Spotify, franchement, a été toujours très discret en France. Ils avaient essayé un petit peu avec SFR, à un moment, je crois qu'ils ont arrêté. Dans les abonnements. Et sauf erreur de ma part, ils en avaient 140 000 il y a encore déjà 6 mois. Donc la progression, elle me semble étonnamment pas énorme. Moi, je croyais qu'ils en avaient 140 000 il y a 6 mois. Donc, toujours est-il qu'ils soient rentables uniquement sur les plateformes françaises avec 157 000 abonnés, c'est possible. Maintenant, si ils ne pourraient pas être rentables en stand-alone sur la France uniquement avec 157 000 abonnés, compte tenu des frais considérables de recherche et développement, etc. etc. Concrètement, Stéphane, le fait quand même qu'aujourd'hui un Spotify gagne de l'argent, c'est que la plupart des plateformes de streaming semblent enfin avoir compris que de faire du gratuit n'était pas forcément la solution et que la publicité n'était pas la réponse à tout, surtout à l'heure où cette semaine justement, Google annonce la version d'une YouTube musique payant, c'est tout un symbole. YouTube, c'est quand même le champ du gratuit. Et se lance dans une plateforme de streaming payant, c'est quand même tout un symbole, Stéphane. Ouais, c'est tout un symbole. Après, c'est une offre. Enfin, j'ai du mal à la saisir pour l'instant encore l'offre de YouTube. Elle est encore assez floue. On peut voir la vidéo sans pub, on peut écouter en tâche de fond. Je ne sais pas s'il y a vraiment tant de demandes que ça. Après, ils vont bundler avec leur offre Google Play déjà existante. Mais
Ouais, après il y a les deux tendances, puisque justement Spotify a aussi étendu nettement le champ de ce qui était possible avec le gratuit par rapport au début où c'était vraiment très très limité, où il y avait une limite d'écoute, etc. Mais c'est clair que le payant, enfin c'est la seule, je pense la seule voie possible. La seule voie possible pour eux pour gagner de l'argent, parce qu'à un moment, je pense que la pub permettra pas notamment aux artistes, je pense, de gagner suffisamment. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il y a pas mal d'artistes qui retirent un petit peu leur musique. On va en parler dans un instant. Qui se plaignent justement des revenus insuffisants. Voilà, apparemment, Spotify, en tout cas en France, gagne de l'argent. Mais on va en parler dans un instant. Je n'y crois absolument pas. Excusez-moi, je n'y crois absolument pas. Il n'empêche, Yves, on sent bien qu'en une période charnière, on l'a dit en début d'émission, 13% de baisse sur iTunes, une augmentation très sensible. On l'a vu, en tout cas en France, plus 76% des abonnés pour Spotify. En une période charnière, ce serait le bon moment pour Apple pour se lancer dans le streaming. Est-ce qu'il y a encore la place pour une nouvelle offre de streaming? Est-ce qu'il y a encore la place pour Apple de se lancer? Est-ce que quelque part, finalement, les planètes sont alignées en 2015 pour qu'Apple se lance à fond avec du streaming et peut-être, on en parlait il y a un instant, de Beats? Avant le rachat, parce que le service avait été lancé un petit peu avant, je ne me semble pas que le succès avait été très éclatant. Après, 150 000 abonnés, c'est ça. Max. Plutôt entre 100 et 150, sachant que l'estimation la plus probable, ce serait 110 000 abonnés. Ça couvre absolument rien et ça doit être un gouffre. C'est cher l'abonné pour 3 milliards. Faites le calcul, vous divisez 3 milliards par 110 000, vous avez le coût de l'abonné. Mais on n'a pas de... Il est possible que parce que l'application Beats Music est en première page de l'App Store depuis le rachat de Beats par Apple, elle ait gagné un petit peu quelques abonnés, mais ça reste une plateforme complètement segmentée par rapport au reste. Enfin, c'est quand même un petit peu de l'ostracisme. Oui, on t'a coupé. Continue, Stéphane. Peut-être que la chance qu'a Apple, et c'est pour ça qu'ils ont eu du nez justement de racheter de se tourner vers Beats pour développer une solution de streaming, c'est leur côté éditorial qu'ils avaient commencé à développer sur Beats Music, avec des sélections notamment faites par des vrais journalistes, avec, comme l'a dit Yves, il y a des vrais gens qui viennent de la musique. C'est pas un algorithme, c'est ça que tu veux dire. Voilà. Il y a des personnes comme il y a bien sûr Dr. Dre, il y a aussi Trent Reznor de Nine Inch Nails qui travaille aussi pour Beats Music, qui travaille aussi pour Beats. Voilà, donc ils ont vraiment, je pense, une chance de s'imposer là-dessus, là où Spotify, ou Google Play ou Deezer ont surtout un fonctionnement basé sur des algorithmes, basé sur les goûts d'autres personnes, etc. Ce qui est parfois pertinent, mais pas forcément pour toute une frange des utilisateurs. Ouais. Yves, concrètement, justement, investir dans l'humain, dans les choix musicaux, un peu comme les disquaires d'autrefois, c'est ça le vrai créneau pour une plateforme de streaming et pour Apple demain? J'ai peur de cette phrase-là que je prononce moi-même quelquefois. Si je vous fais part de mon expérience, j'ai, on va dire, 17 personnes chez Cobuzz qui travaillent à la fois sur les ingestions, s'assurer qu'on a tout ce qu'il faut et qu'il n'y a pas eu des trucs qui sont coincés dans les tuyaux, et Dieu sait qu'il y a tous les jours des problèmes, qui travaillent sur l'amélioration du metadata, l'accompagnement éditorial, le conseil, qui travaillent sur le fait de défricher la masse de machins qui nous sont déposés dans les tuyaux, dans les serveurs, et sur quoi personne ne nous alarme. De mon expérience, il y a deux choses. Il y a bien sûr qu'il faut des experts, entre guillemets. Et en plus, c'est pas tellement des experts de la musique qu'il faut. Il faut des experts de la discographie, ce qui est tout à fait différent. Il faut des gens qui sont passionnés par le disque. Et ça, parmi les jeunes, c'est extrêmement difficile à recruter. C'est pas un métier financier. Voilà, en clair, tout est dit. Dernier élément, on a bien compris ce soir que c'était le bon moment pour le streaming en termes de... les utilisateurs semblent publiciter ce service. Les principales plateformes commencent un petit peu à avoir de la visibilité quant à gagner un petit peu d'argent. Mais quid des artistes, Yves, aujourd'hui? On sait que cette semaine, ou plutôt la semaine dernière, Taylor Swift a demandé à Spotify de retirer son dernier album, alors que c'était l'une des principales écoutes du site. Comment expliquer ça un petit peu cette méfiance et le fait qu'il regrette qu'il ne gagne pas assez d'argent? C'est le cas vraiment aujourd'hui? Alors, si vous me donnez une seconde, quand elle vend 100 000 albums sur iTunes, elle sait qu'elle va gagner 100 000 fois 6 € et quelque chose. Ouais. Et elle était sûre d'avoir cet argent dans cette poche. Ce qui se passe chez Spotify,
clairement, Spotify, on va dire, en revenu, peut-être dit qu'aujourd'hui, il dépasse iTunes. 13%. Okay, ça fait du affichage, voilà. Ça, c'est de la com. C'est comme le fait d'être rentable en France. Je vous assure que c'est faux. C'est de la com. Mais ce qu'ils disent pas, c'est qu'ils font donc ce chiffre d'affaires plus 13% qu'iTunes. Mais en revanche, pour ce chiffre d'affaires-là, ils usent la musique. C'est-à-dire qu'ils mettent la musique entre un nombre de paires d'oreilles, mais incomparablement supérieur. Donc ça veut dire que le nombre de personnes impactées est incomparablement supérieur, et donc en effet, les revenus sont bien moindres. Alors, ça veut dire quoi? Il veut dire qu'il y a une usure de l'écoute de la musique, en clair. Pour pouvoir gagner autant d'argent, on muse beaucoup plus mes titres et mes morceaux, parce qu'à force de les écouter. Spotify pourra apporter 100, va user beaucoup plus les répertoires en les faisant écouter. C'est une démarche intéressante. Ouais. On est d'accord pour dire que l'abonnement, c'est le futur, que le streaming, c'est le futur. Alors, comment faire? Eh bien, on est dans une période intermédiaire, selon moi, et pendant les 3 ans qui viennent, il va falloir essayer de faire en sorte que, disons, il y ait une solidarité qui se passe un peu entre les répertoires, entre les artistes. Il faut surtout que les plateformes comprennent qu'elles arrêtent de vouloir être toutes les mêmes, avec cette politique mainstream de conquête du Far West, et qu'elles se spécialisent, plus ou moins, et en sorte qu'un producteur, un artiste dira « Ah, avec cette plateforme, c'est chouette parce que là, ça me rapporte plus. » Pourquoi ça me rapporte plus? Parce que si c'est une plateforme qui est spécialisée dans la musique des vieux, par exemple, eh bien, c'est clair qu'on passera et on écoute. Elle aura plus de abonnés. Et donc, par conséquent, les détenteurs de ces droits-là vont être contents de cette plateforme parce que cette plateforme aura fait un travail de spécialisation. Et du coup, l'assiette des revenus sera orientée un peu plus vers eux. Voilà, en clair, c'est pas uniquement que les têtes d'affiche et les Rihanna et autres Lady Gaga qui vont compresser systématiquement les revenus, monopoliser les revenus et plutôt compresser ceux des autres. Il faut donc sectoriser le marché, proposer des offres pour plus des tranches d'âge, des styles. Et c'est vrai que là, il y a beaucoup à faire de la part des différentes plateformes de musique. Pour l'avenir, on a une breaking news, je crois, mon cher Paul. On vient d'apprendre à l'instant que Apple prévoirait de vendre Beats Music directement avec ses appareils iOS, c'est-à-dire intégrer le service. Intégrer le service directement. Vous sortez votre iPhone de la boîte, vous avez l'icône Beats Music. On pense que ce service remplacerait iTunes Radio, peut-être qu'il prendrait son nom. En tout cas, visiblement, Apple a enfin des plans concernant ce qu'elle va faire de son acquisition de Beats et comment se lancer dans le streaming. Ça marchera pas, on ne sait pas, mais en tout cas, voilà, ce serait pour février et iOS 8.2 ou 8.3. C'est très rapide, hein. Donc apparemment, la prise de conscience. Tim Cook a dû regarder l'émission, formidable. C'est ça. Il est là. Tim, c'est qui a sorti l'info juste pour 9 to 5 Max. Aujourd'hui, tu sors un service streaming qui s'appelle iTunes Streaming ou tu sors Beats? La marque, quand même. iTunes me semble quand même très très forte. iTunes Beats Streaming. Alors c'est quoi le problème? C'est que iTunes c'est plutôt trop orienté Apple et qu'aujourd'hui Android est leader du marché, donc on ne veut pas leur faire peur. Pourtant iTunes c'est sur PC, pourquoi pas sur Android, monsieur X? Et ce sera le mot de la fin. Moi je pense que ça va continuer à s'appeler iTunes, vu comment Apple gère sa marque et ses marques produits. Je ne les vois pas passer en mode Hewlett-Packard. Voilà mon nouveau PC powered by Beats Audio. Ça serait une petite révolution, hein, parce que Apple n'a jamais racheté une marque en conservant son nom d'origine. Mais je crois que c'est pas vraiment le truc. Si ça arrive, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il y a toujours un écueil chez Apple qu'on a vécu avec iTunes Radio. Le service est sorti aux États-Unis parce qu'ils ont fait des négociations et puis que c'est un marché qui est super important. Et puis on risque d'attendre encore 3 ans en France. Donc dans cette idée de marché segmenté que commenter. Peut-être pas février finalement. Oui, février 2018. Voilà, auquel je crois. Je pense qu'il y a encore un bel avenir. En attendant un iTunes Beats audio compétitif iTunes en qualité et qui arrive en France avec un plateau de musique large. Voilà. Et vraisemblablement, encore une fois, peut-être, et même c'est certain, il ne s'agit pas de choisir entre le passé et le futur, hein, il y aura le meilleur des deux mondes. Le téléchargement et le streaming, ce sera, et c'est plutôt une bonne chose, aux consommateurs de choisir. L'heure est venue de passer à vos coups de cœur. Allez, les coups de cœur cette semaine, on commence par Fanny. Alors, moi j'ai 2 coups de cœur, je fais super vite. Le premier, c'est un big up à mon boss et partenaire de Melty, Alexandre Malch, qui a été nommé pour l'homme de l'année GQ. Le résultat vient de tomber, il n'a pas eu le prix, c'est Jérôme Jarre, le Weiner Star qui l'a eu. Mais il a quand même mis son costard avec son EPAP, il a créé.
il a laissé tomber son hoodies, son gilet gris pour aller faire la cérémonie. Et ça, c'est vachement bien. On a la photo sur Facebook, je trouve ça. Qu'on la mette au montage. Donc voilà. Et puis mon vrai coup de cœur application de la semaine, c'est pour toi, Olivier. C'est le e-constat auto qui sera disponible sur l'App Store et sur le Google Store dès le 1er décembre. On n'aura plus besoin de passer par le constat papier. En 6 minutes, tu pourras remplir un constat directement sur ton smartphone, y inclure des photos, des petits graffitis et tout, et remplir évidemment toutes les cases qui sont sur le constat habituel. Et ça devrait faciliter et même accélérer les remboursements des assurances. Ouais, ça me donne envie d'avoir des accidents, tiens. Ouais. Moi, c'était pas en voiture l'accident, c'était en vélo, donc le constat, et puis la personne, elle s'est enfuie, donc l'assurance, on en reparlera une autre fois, malheureusement, ce sera pour une autre vie. Autre coup de cœur, celui de Monsieur X. Alors, 2 coups de cœur. Le premier, un site internet, thedecalguru.com. Ça fait quoi ? Vous allez choisir votre décalcomanie. Vous allez choisir en fait la décalcomanie de votre choix, l'autocollant de votre choix que vous mettez sur votre iPad ou sur votre MacBook, comme dans la pub Apple. Voilà, donc moi je l'ai fait. J'ai fait une version custom, un pictogramme qui représente ce personnage qui s'appelle Totoro en rouge. Ça arrive des US. Ça coûte 10 €, ça arrive en 1 semaine, c'est juste super. Et puis c'est réversible, hein, si vous en avez marre. Allez, et puis en deuxième, l'application iPhone que j'ai le plus de plaisir à utiliser en ce moment, qui s'appelle PopKey, qui est en fait un clavier que vous installez et qui est une bibliothèque, vous savez, de GIF, ces petites animations. Et donc vous pouvez les intégrer simplement en glisser-déposer avec votre pouce dans tous vos SMS et vos MMS. C'est très très drôle. Je suis fâché, Monsieur X, tu m'en envoies jamais des gifs, pas des gifs. Bien. Tiens, on dit GIF. Officiellement, le créateur a dit qu'il fallait dire GIF. Ah oui, c'est Graphic Interchanging Format. Voilà. Merci Paul, merci. Paul. Quel est ton coup de cœur de ton côté, Stéphane? La caméra est là. Justement, ça tombe bien qu'on a parlé de customisation, puisque mon coup de cœur, c'est le Moto X, le nouveau Moto X de Motorola, donc un smartphone Android 5,2 pouces, qui a une particularité, c'est qu'on peut le personnaliser à l'achat, en fait, sur le site de Motorola, et on peut opter pour un dos en plastique de plein de couleurs avec le site Photomaker, avec des plastiques de plusieurs couleurs, mais aussi du bois ou même du cuir sur la nouvelle version. C'est la nouveauté de la version 2014. On peut avoir un personnalisation. Voilà. Et c'est hormis ce petite originalité, c'est vraiment un smartphone qui est vraiment très très bien, qui a une bonne prise en main, qui a la dernière version d'Android, qui est très très fluide. Donc il y a le Lollipop dessus, c'est ça déjà? Il n'y a pas encore le Lollipop, mais c'est imminent. En fait, je crois que c'est déjà dispo aux États-Unis, le Lollipop, et ça va arriver sur les versions internationales prochainement. Alors on aura l'occasion d'y revenir dans le Lollipop, rassurez-vous. C'était juste une présentation la semaine dernière. Merci Stéphane. De ton côté, Yves, quel est ton coup de cœur cette semaine? C'est toutes ces rééditions de Calas. Pourquoi? Parce qu'elles sont très intéressantes. Ce sont des enregistrements intéressants du point de vue par rapport à justement cette histoire de 24 bits. Ce sont des enregistrements très anciens. Certains sont des enregistrements en mono. Donc, il n'est même pas question de stéréo. Ils sont partis depuis les bandes originales. Et donc, vous voyez ce que ça peut être un sublime enregistrement ancien, comme il y a les fresques du Parthénon, qui ne sont pas non plus question, on n'en a pas parlé ce soir, mais c'est le moment de le placer, mais brièvement, Yves, ça coûte plus cher, une qualité HD, aujourd'hui à l'achat? Aujourd'hui, grosso modo, en général, la qualité HD est facturée au client, pas de notre faute, mais c'est parce que nous, on nous fait ça comme prix de gros hors taxe, entre 25 et 50% de plus que le MP3. D'accord. Donc ça ne peut pas être vendu à prix égal, ça c'est clair, pour l'instant. Non. Et en gros, un morceau HD coûte combien en moyenne sur Cobase? Alors, un album en HD va coûter entre 12,99, généralement 12, 13, 14,99. Il y a quelques producteurs qui sont particulièrement gourmands et qui demandent jusqu'à 20 €, et c'est là que je trouve ça abusé. Merci Yves. Quel est ton coup de cœur, Paul, ici en plateau? Alors mon coup de cœur ce soir, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé de Commodore et Company on the Edge, après je vous avais parlé de Atari Business is Fun, et ce soir un troisième livre, cette fois-ci sur l'Apple II, Sophistication and Simplicity, écrit par le rédacteur du blog Apple II History. C'est un très très bon bouquin, je vous le recommande, et j'attends de trouver un bouquin d'une qualité équivalente sur le TRS-80, qui avec le Commodore PET et l'Apple II constitue la trinité de 1977, peut-être pour Noël. Le Commodore PET, moi j'adore. Donc après là je ferai sprout. Il n'a pas connu. Voilà, la boucle est non, je n'étais pas né. Non, il était Ce pas jeune né. homme est fou. De mon côté, c'est pour faire plaisir également à Paul Rony, mais c'est gratuit. C'est un site, ça s'appelle archive.org qui comme son nom l'indique, archive beaucoup de choses, et notamment l'histoire des jeux vidéo, et particulièrement ceux qui sont menacés de disparaître ou ceux qui sont passés dans le domaine public. Ils archivent beaucoup de jeux d'arcade qui ont fait... pour notre génération, qui ont bercé notre enfance. Regardez, ça vous rappelle quelque chose,
Ça, c'est Street Fighter. Voilà. Et vous le lancez directement dans le navigateur. C'est quand même assez pratique, pas besoin de lancer un émulateur. C'est magique. Et vous jouez sur votre Mac. Et oui, on peut jouer sur Mac à des vieux jeux historiques et c'est gratuit. Archive.org. Je me permets de dire aussi, sur le même site, il y a également énormément de vieux magazines de cette époque-là. Et c'est très très drôle de retomber sur les tests des jeux auxquels on peut jouer sur le site aussi. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 179e épisode de Refait le Mac. Vous retrouvez chaque semaine Fanny dans cette émission, mais également prochainement pour une Fanny's Party spéciale Noël, Fanny. Oui, mardi prochain, au Hard Rock Café, rendez-vous à 18h30. Il y a plein de beaux cadeaux. Il faut venir avec son cadeau à 5 €, ne l'oubliez pas. Bien. Et voilà, belle ambiance mardi, de Noël. Fanny, nous serons au rendez-vous. Stéphane, vous le retrouvez chaque semaine dans Refait le Mac, mais également chaque semaine ou presque dans Refait le Mac et tous les jours sur Clubic. Quel est le menu de cette semaine sur Clubic? Les sujets forts. Sur Clubic, on vient de publier un guide d'achat Noël, justement, parce que c'est bientôt la période des achats de cadeaux. Alors, ils ne sont pas à 5 € ceux-là, par contre, hein, c'est des trucs un petit peu plus chers. Personne n'est parfait. Et donc, on aura prochainement, demain même d'ailleurs, le test du Moto X et encore d'autres produits à venir. Il y a les iMac aussi que je vais tester prochainement, l'iMac 5K. Et voilà. C'est déjà pas mal. Merci Stéphane. Monsieur X, vous le retrouvez chaque semaine dans Refait le Mac et on peut enfin le libérer parce qu'il attendait que ça pour pouvoir rentrer chez lui. Merci Monsieur X, à la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Et merci à Yves de t'être joint à nous. On va écouter avec grand plaisir les morceaux en studio master en qualité HD sur Cobus. Tu reviens quand tu veux, tu es ici chez toi. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Yves, et en plateau, merci à Paul Rony qui m'aide chaque semaine à préparer cette émission. Tu reviens quand tu veux, tu le sais. De toute façon, tu dors ici maintenant. Hein. C'est ça. Il y a ton sac de couchage sous le bureau. Voilà, et quant à nous, si vous êtes d'accord, on se retrouve dès la semaine prochaine. Au revoir.